Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce café Marco dédié à l'actualité juridique. Aujourd'hui, je suis comme souvent avec très bien accompagné par Marie. Nous avons le plaisir de recevoir François Lichert, donc pour 1 heure sur format café allongé pour décrypter tranquillement ensemble l'actualité juridique marché public. François, je vais vous laisser un petit instant pour présenter un petit peu ce que vous faites. Oui, merci François Lichard. Donc, je suis professeur de droit public. Je suis aussi directeur de la chaire de droit des contrats publics. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, c'est une chaire qui mène, grâce à des chercheurs, souvent de doctorants ou post-doctorants, des enquêtes de terrain à travers des interviews et des sondages en ligne. Et à l'heure actuelle, il y a un sondage dont on reparlera tout à l'heure sur la simplification de la commande publique auquel vous pourrez être invité à participer. Mais je crois que l'objet principal pour l'instant, c'est de parler du sujet, des sujets d'actualité du premier semestre. Oui, ben merci déjà d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir là sur ce Café Marco. On essaye d'ouvrir notre format à des intervenants et on sait que ça vous plaît beaucoup puisque vous plébiscitez ces formats d'1 heure, donc ces cafés allongés. Donc aujourd'hui, ben, François va nous permettre de faire un petit tour de l'actualité, un grand tour même de l'actualité jurisprudentielle du premier semestre. Donc on va pouvoir l'écouter attentivement. Oui, par rapport à la chaire, on reviendra sur le sondage qui a été largement déjà relayé par Achat Public notamment. Moi, je l'ai relayé sur mon LinkedIn aussi. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on parlera peut-être un mot sur le futur colloque d'octobre également. Alors pour Le petit commencer programme, ouais, le quand petit même. programme, on va commencer effectivement sur ce décryptage. Vous pourrez évidemment, comme d'habitude, poser vos questions. Vous avez le petit outil qui est à votre disposition. Alors on a toujours un petit décalage entre le moment où vous les écrivez et le moment où on les reçoit. Donc si on peut, on les posera en live. Sinon on garde, on a dit un petit temps de 10 minutes à la fin de la présentation qui sera quand même riche pour répondre à ces questions. Nous avons également à disposition un support qui est le support qu'on va vous présenter et que vous aurez loisir de pouvoir découvrir, lire de manière plus posée après le webinaire ou si vous voulez le garder en même temps que la présentation. Il est disponible dans les documents au format PDF. Je vous propose qu'on commence tranquillement sur ce café Marco. Oui, du coup, pour les questions, puisqu'on en parlait tout à l'heure, si vous avez des questions qui vous viennent au fil de la présentation, posez-les dans la partie chat, hein, dans la partie questions qu'Alexandre vient de vous présenter. On essaiera de les prendre au fur et à mesure, sans que ça vienne perturber votre intervention, François, mais ça rendra le format un petit peu plus dynamique. Vous êtes super nombreux, vous êtes en train de vous connecter. On est déjà à 315 participants connectés. Donc, ben, super, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vois quelques noms s'afficher que je connais, mais voilà, il y a trop de participants aujourd'hui pour faire un coucou spécial à la Corse ou à la Bretagne ou que sais-je. Donc, un coucou général à tout le monde. On y va? On y va, ben, je commence à peut-être le sommaire qu'on va voir plusieurs fois. On commence du coup avec les spécifications techniques et exigences de matériaux particuliers. Ah oui, on a mêlé les deux chartes, Ah oui, Ah Marco bon, ah, bon, et la cher. chair. Ah Je bon, vois les couleurs ouais, s'afficher. bon. Très bien, voilà, ben ça caractérise, ça matérialise le partenariat entre la Exactement. chaire et Marco pour ce café Marco. Oui, on commence par une première affaire qui concerne un arrêt de la Cour de justice. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'arrêts de la Cour de justice, je trouve, qui apportent un certain nombre de précisions en matière de commande publique, et notamment cette année. On va en parler, on va en évoquer deux ici, et à travers le deuxième d'ailleurs, un troisième qui pourrait être évoqué sur la question des modifications. Cet arrêt de DICA plastique là du début de l'année a fait grandement parler de lui puisque la Cour de justice en fait sanctionne le fait pour un pouvoir adjudicateur d'avoir imposé un matériau en matière de canalisation. C'était du grès pour les eaux usées et du béton pour les eaux courantes. Et la Cour de justice estime qu'il fallait imposer, en réalité dans ce cas, enfin il fallait que l'autorité contractante, l'acheteur, précise ou équivalent
Autrement dit, le ou équivalent, c'est pas une marque ou Oui, on équivalent. l'a connu beaucoup pour les On l'a marques. connu pour les Ouais, marques. Là, c'est vraiment pour le type de de matériau. matière. Alors, à la lecture de cet arrêt, au départ, on s'est dit, tiens, quand même, elle va un peu loin, la Cour de justice, en termes d'organisation pour les autorités contractantes. Ça veut dire qu'elles ont plus le choix. Et puis, en réalité, quand on réfléchit un peu, on comprend mieux la logique qui est de dire, il faut pas restreindre excessivement la concurrence. Et de fait, le requérant, c'était DICA Plastique, donc c'était un fabricant de canalisation plastique qui était systématiquement évidemment exclu des marchés du fait de ces prescriptions techniques. Et alors, elle ouvre quand même, donc elle sanctionne le fait d'avoir précisé cela en interprétant la directive, mais pas de façon excessive d'ailleurs. Hein. On pouvait tout à fait tirer de la directive cette interprétation. Alors, elle ouvre quelques portes. Hein. Elle dit quand même que toutefois, par exception, on n'a pas, on peut choisir un type de matériau lorsque l'utilisation d'un matériau déterminé découle inévitablement de l'objet du marché. Mais quand même, elle précise alors, on pourrait définir l'objet du marché comme étant j'ai besoin de canalisation. Ouais. Non, elle précise il faut qu'aucune alternative fondée sur une solution technique différente ne soit envisageable quand même. Donc c'est quand même assez restrictif et donc a priori comme ça un peu gênant. Alors outre cette exception, on peut penser quand même que malgré tout, hein, il y a des moyens d'avoir des solutions juridiques pour orienter un peu le marché sur, mais orienter tout à fait légalement, le marché sur tel ou tel produit. Donc tout simplement en posant des critères hein, de choix de tel ou tel matériau. Là, c'est un peu invoqué par un des requérants, enfin l'autorité contractante et l'État membre, c'était une question préjudicielle, disait, ben, on a mis en avant des exigences de durabilité. Alors, cela étant, justement, en discutant un peu avec des techniciens sur le sujet, les exigences de durabilité en termes de solidité, hein, il y avait le côté durable d'un point de vue développement durable et le côté durable d'un point de vue solidité. Finalement, on se rend compte que le béton ou le grès n'est pas forcément toujours mieux placé, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il peut y avoir des plastiques qui présentent aussi des caractéristiques. Donc, c'est assez intéressant quand même pour voir que ça oblige à se reposer peut-être des questions sur quel est le bon matériau à mettre en œuvre. Et j'ai envie de dire aussi, on parle beaucoup d'innovation hein, en matière de marché public. Eh ben, cette jurisprudence-là, elle pousse quand même les acheteurs publics à s'ouvrir vers peut-être des produits innovants parce qu'ils n'avaient peut-être pas la connaissance des caractéristiques. Alors le plastique on connaît, mais enfin il peut y avoir plusieurs sortes de plastique, plus ou moins efficaces, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que ça paraît contraindre effectivement l'acheteur, hein, c'est clair, hein, en termes de contraintes. Après, peut-être que ça va favoriser l'innovation et quelque part favoriser la concurrence. Il ne faut pas oublier que la réforme des directives en cours, dont je dirai un petit mot tout à l'heure, est aussi partie d'un rapport de la Cour des comptes européenne qui constatait un recul hein, des entreprises de la concurrence sur les marchés publics européens. Oui, après, là, la difficulté, elle repose complètement sur l'acheteur qui va devoir rédiger un cahier des charges en ayant cette jurisprudence dans un coin de sa tête, enfin, où là, les collègues vont le dire à leur service technique, attention, quand vous rédigez vos cahiers des charges, ça nécessite une certaine expertise. Acheter innovant sur des marchés de travaux, ok, mais il faut quand même avoir fait un sourcing assez solide en amont, ou alors vraiment ouvrir son cahier des charges, Oui, avoir un cahier des charges assez ouvert. Hein. effectivement, c'est plus raisonner en termes de fonctionnalité hein, Oui, c'est ça. du besoin. Alors, d'un point de vue concret, la Cour de justice exige juste une mention ou Oui, équivalent. ou Donc, équivalent. on n'est pas obligé forcément de rédiger en ayant en tête toutes les solutions techniques envisageables. On peut Faut rester partir assez sur ouvert, ouais. grès ou Mm, béton ou équivalent. mm. Donc, de ce point de vue-là, ça offre quand même une certaine Oui, souplesse. Après, par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il va falloir être assez fin dans les critères. Hein, mm. de choix pour pouvoir, pas sans vouloir favoriser. Tout simplement, c'est pas une question de favoriser tel ou tel type de Non, produit, non. c'est juste bien définir son besoin, comme d'habitude, à travers les critères, et donc fixer des critères. Voilà, ça peut être la durabilité au sens développement durable, ça peut être la solidité,
bon, il y a des tas de critères qui peuvent être pris en compte. Alors évidemment, cette affaire, au passage, concerne la localisation. Vous aurez compris que c'est tout, Oui, c'est c'est un peu tout, transposable à c'est tout type transposable de à tout type matériaux. de matériaux, produits. Oui. Voilà, il faut avoir ça en tête. C'est-à-dire que il faut se dire que peut-être quand je définis mon besoin, ben, la notion de ou équivalent va concerner aussi des solutions techniques qui sont pas forcément immédiatement connues et bon peut-être que par précaution juridique le ou équivalent s'imposera systématiquement. Mais voilà, moi, j'ai été, ma première réaction, c'était de dire oh là là, la Cour de justice va trop loin dans les exigences. Et à la réflexion, finalement, y compris en discutant avec des ingénieurs ou des architectes, on se rend C'est vrai compte que ça que ouvre les c'est pas possibilités. Ouais. si illogique que ça Mm. et qu'on part parfois sur des habitudes voilà tout simplement dans certains domaines et qu'on peut du coup passer à côté de solutions techniques. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans un but de renforcement de la concurrence Ah non, finalement. non, c'est Enfin, il y a ce but-là, mais avoir ça une peut meilleure profiter. réponse Voilà, c'est ça. Ça peut profiter aussi fonctionnelle. à l'acheteur public quelque part. Alors n'hésitez pas, alors évidemment, je vous rappelle que le support est disponible, ceux qui n'ont pas encore téléchargé. Je vous propose qu'on avance. Alors du coup, le deuxième sujet, c'était sur le gros groupement de services publics en un seul contrat. Je crois que c'est quelque chose qui nous vient du coup de la commune de Béthune. C'est ça, un arrêt du 17 mars 2025 du Conseil d'État qui est classé A. Alors je me permets juste de rappeler l'importance des classements Ah oui, des arrêts du ouais, s'il Conseil vous plaît. d'État auxquels ils tiennent beaucoup. Alors c'est le Conseil d'État qui classe Mm. les arrêts selon eux par un ordre d'importance. On peut ne pas être d'accord avec ce classement, mais enfin c'est pas inutile d'en avoir conscience. Un arrêt classé A, ça correspond tout simplement aux arrêts qui sont publiés au Recueil Le Bon. Alors, de nos jours, plus personne ne lit le Recueil Le Non. Bon parce que tout est en ligne. Mais du coup, ça a quand même une certaine importance. Le B, c'est ce qui correspond anciennement, ou toujours à l'heure actuelle, aux mentionnés aux tables, dans les tables du Recueil Le Bon, où on avait juste les petits extraits. Mais globalement, ça veut dire que c'est des arrêts qui sont importants en ce sens que il y a on peut résumer comme ça, on va dire que c'est soit un arrêt qui apporte un revirement de jurisprudence, ce qui est quand même rare, ou qui apporte un aménagement d'une jurisprudence, par exemple une exception à un principe, ce qui arrive un peu plus Oui, souvent, c'est vrai. soit la plupart du temps, en réalité, c'est un arrêt qui répond à une question de droit nouvelle qui n'a jamais été posée, en tout cas au niveau du Conseil d'État. Et donc c'est pour ça que moi, à titre personnel, je commande plutôt ces arrêts parce que ça permet de voir vraiment ce qui est sujet nouveau dans la foultitude des jurisprudences que l'on peut avoir dans les revues juridiques, qui sont utiles par ailleurs, parce qu'on peut avoir un arrêt classé C, un arrêt de CA, qui est intéressant parce qu'il illustre de façon nouvelle un sujet connu. Mais voilà, donc là on était sur un cas, alors justement on était sur un cas où il y avait quand même une jurisprudence. Alors on est en matière de concession, mais il peut y avoir des liens aussi avec les marchés bien sûr. On est en matière de concession où il y avait déjà eu une jurisprudence antérieure qui avait un peu admis le principe de la possibilité de regrouper des services publics de nature différente. Là, le contexte, c'est tout simplement l'association de parkings de surface avec des parkings souterrains. En réalité, il y avait 4 contrats, un contrat global et puis 3 contrats parce qu'il y avait aussi la construction d'un parc souterrain, la rénovation d'un parc souterrain, plus l'affermage de parcs de surface. Et donc un contrat global avec des clauses communes, donc 4 contrats. Donc là, le Conseil d'État d'abord commence par dire qu'il s'agit d'un ensemble contractuel unique, alors même qu'il y a 4 contrats. Et donc la question, c'était en réalité, est-ce que cet ensemble contractuel unique n'aboutissait pas à associer des services qui ne seraient pas suffisamment en lien avec le risque, du coup, les usagers payent pour des services dont ils ne profitent pas. Bon, là, c'est pas le cas. Il admet en l'espèce ce regroupement, mais il y avait des sujets assez intéressants là, puisque ça n'avait jamais été jugé auparavant, puisque là, les services euh, avaient des règles applicables distinctes, euh, ne serait-ce qu'en termes de durée. Il examine la clause de durée, parce qu'évidemment, si vous avez une concession de travaux, la durée est longue. Oui. Si c'est juste un contrat d'affermage, la durée va être courte.
Et là, il a simplement dit, bon ben, on va admettre qu'on pouvait regrouper ces services et prévoir une durée de 30 ans. Alors, évidemment, ça fait un peu long pour juste de l'affermage, c'est-à-dire juste la gestion des parkings de surface, mais il a considéré que là, c'était pas excessif compte tenu du fait qu'il y avait aussi cette concession de travaux, de construction, et donc là, on pouvait le regrouper. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il précise aussi que il faut que d'autres règles soient vérifiées. Là, se poser la question, alors, en plus en la matière, les services sont pas de nature, les services publics sont pas de nature identique, puisqu'on peut avoir des services publics industriels et commerciaux ou des services publics administratifs dans les deux. Et il y a une règle qu'on oublie parfois, d'ailleurs, je crois, en pratique sur les SPIC, c'est la règle locaux de l'équilibre budgétaire des SPIC locaux. Et donc là, il va quand même vérifier, évidemment, que en regroupant, on ne porte pas atteinte à une règle qui ne concerne qu'un des services publics. Bon, ça paraît aller de soi, mais enfin, ça va mieux en le disant et en l'écrivant. Et il va donc admettre cette petite précision. Alors, il va un peu plus loin quand même dans la précision en disant que ce regroupement ne saurait, sans méconnaître les impératifs de bonne administration, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif, ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux. Alors ça, c'est ce qu'il avait déjà dit en 2016, donc il reprend la formule de 2016, mais il va un petit peu plus loin en disant que là, on ne saurait, donc ce que je disais à l'instant, oui, on peut regrouper, mais on ne saurait permettre de déroger aux règles qui s'imposent pour la dévolution de chacun des services. Donc évidemment, il y a en quelque sorte, on cumule les services, on cumule donc les règles applicables et la nécessité de respecter ces règles. Là, il semble être un peu plus exigeant dans le contrôle. Alors, il valide la durée de 30 ans, mais la formulation utilisée dans cet arrêt semble montrer que le juge va être un peu plus exigeant quant à la justification de regrouper des services différents. En l'espèce, il ne sanctionne pas, ça paraît assez naturel. Ça se pratique assez fréquemment, la gestion des parkings de surface avec les parkings souterrains, parce que ça a le même objet. Il faudra voir comment ça s'opère dans d'autres hypothèses. Voilà, en gros, l'apport de cet arrêt. Alors, ça ne concerne pas directement les marchés, mais en réalité, par extension, Oui, mais les concessions intéressent alors d'abord, ça peut directement intéresser les juristes et les acheteurs publics. Absolument. Et puis par transposition, on peut penser que il peut y a très bien y avoir aussi des marchés qui vont, alors, notamment ce qu'on appelle parfois les marchés de services publics, ceux qui, où il n'y a pas de véritable risque d'exploitation, mais qui peut avoir un objet identique. Oui, c'est vrai. Et donc on peut très bien retrouver les mêmes problématiques dans des marchés associés. Voilà en gros l'apport de cet arrêt. Et alors oui, au passage, il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est pas l'objet principal de l'arrêt, mais quand même, il y a un autre rapport, c'est sur un des moyens qui était invoqué, c'était un vice du consentement, au motif que les requérants estimaient que alors là, en plus, on était dans le cadre d'un recours bézien, donc c'était la commune qui demandait l'annulation de son propre contrat. D'accord. Bon, c'est rejeté, mais elle évoquait notamment le fait que le conseil municipal n'avait pas été correctement informé quant à l'objet de la délégation et aux clauses du futur contrat. Et donc ça, c'est valable pour les concessions comme pour les marchés. Ce qui est assez intéressant, c'est que le Conseil d'État dit que, alors, il dit qu'en l'espèce, il n'y a pas eu un vice du consentement, parce qu'il estime qu'il y avait eu une information suffisante. Ça semble vouloir dire quand même si c'est pas certain, qu'on pourrait invoquer le vice du consentement pour défaut d'information du conseil municipal ou du conseil, enfin de l'assemblée délibérante. Oui. Ce qui serait quand même une première, parce que ça serait en quelque sorte ce que j'appelle un vice du consentement interne, c'est-à-dire que ça serait l'exécutif qui aurait mal renseigné
l'assemblée délibérante. Donc ça, juridiquement, c'est assez intéressant. Alors, c'est pas clairement dit parce que comme ils rejettent en disant il n'y a pas eu défaut d'information, on n'est pas sûr de cela, mais quand même, il semble admettre qu'il puisse y avoir un vice du consentement dans cette hypothèse-là. Et en recours bayésien, c'est très important puisqu'on sait que ça fait partie des rares vices qui peuvent conduire pas seulement à la résiliation, mais éventuellement à l'annulation du contrat avec des conséquences autrement plus importantes. Donc ça aussi, c'est assez intéressant dans cet arrêt. Tu veux prendre des questions peut-être? Ouais, on a quelques questions. Peut-être sur la première affaire, j'imagine. Non, sur celle-ci, parce que sur la première affaire, on y reviendra en fin de présentation. À quand l'allotissement obligatoire en concession? Oui, il y a des questions autour de l'allotissement, mais en marché public, on aurait eu des lots, et donc à quand l'allotissement obligatoire en concession? C'est une bonne question. Donc il y a des questions autour de. Alors, il se trouve que alors c'est pas un sujet qui est encore venu sur le tapis au niveau européen, puisque là, pour le coup, il faudrait. En tout cas, ça pourrait passer par une réforme des directives européennes. Finalement, on pourrait imaginer qu'au plan interne, on l'impose. On n'a pas besoin d'attendre les directives européennes là-dessus. Alors, à ma connaissance, c'est pas un sujet qui est sur la table pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que on n'est pas à l'abri, c'est pas encore calé, mais on n'est pas à l'abri qu'il y ait une fusion des futures directives, secteur classique, secteurs spéciaux et concessions. C'est un peu, il y a eu la semaine dernière au Parlement européen, il y a eu une déclaration en ce sens d'un certain nombre de parlementaires européens qui souhaiteraient une fusion. Pour l'instant, c'est un peu tôt. De toute façon, moi, je participe un peu au processus de réforme des directives à travers la Commission européenne. C'est très long. Au mieux, on aura un projet de directive à l'automne 2026. D'accord. Et la dernière fois, ça a mis 2 ans et demi à peu près pour avoir des directives finalement adoptées. Et après, 2 ans de transposition. Donc bon, on a le temps. Mais quand même, voilà, c'est une bonne question. Alors pourquoi je pense que évidemment, ça serait un plus pour les PME, pour l'accès des PME. Cette idée est une bonne idée. Maintenant, les concessions, il y a cette tradition du caractère global de la concession. Alors, peut-être que moi, je suis plutôt favorable plutôt qu'une obligation d'allotissement, je serais plutôt favorable à une extension du principe des marchés globaux, c'est-à-dire qu'un pourcentage du contrat soit exécuté par des PME. En disant, dans une concession, on doit prévoir 10 ou 20%. Là, dans les marchés globaux, on est passé à 20% pour les PME. Et honnêtement, je trouve que ça aurait du sens, que les concessions, quand même, il y a l'idée de globalité. Enfin, c'est à mon avis moins facilement divisible que les marchés en lots. Parce qu'il y a aussi l'idée de financement sur l'usager. Enfin, il y a aussi l'aspect financement privé quand même dans les concessions qui justifie la globalité. Les marchés de partenariat à financement privé, c'est un marché global justement parce que ça va de pair avec le financement privé. Pour moi, elle est là. Donc voilà, donc c'est plutôt ça la perspective. Ça réagit beaucoup pour les marchés de services publics. Il serait plus difficile de regrouper différents services publics car cela peut contrevenir à la règle de l'allotissement. Oui, alors si ce n'est que si le lien entre les différents marchés est justifié, à ce moment-là, on pourrait être dans la dérogation, dans l'exception. On peut très bien imaginer qu'en matière de parking souterrain, on soit en marché, non pas en concession. Et pas en concession, voilà. Et donc finalement, est-ce que là, le juge dirait ah non, mais vous avez eu tort de regrouper. Alors c'est vrai, la remarque est tout à fait pertinente puisque le principe c'est l'allotissement. Et donc, il faut justifier de la dérogation. Voilà. Donc, ça serait peut-être un peu plus difficile à justifier. Mais finalement, s'il y a une véritable raison, on va dire, opérationnelle, voilà, on pourrait être dans l'exception de l'allotissement. Dernière question, regrouper les services publics, qu'en est-il de la commaîtrise d'ouvrage dans ce type de contrat? Dans les marchés de services... Le regroupement de services publics. Si on était dans le marché de services publics, la commaîtrise d'ouvrage... alors, s'il y a plusieurs autorités, je pense que c'est ça plusieurs acheteurs publics. S'il y a plusieurs acheteurs, oui, là, il faut organiser une convention de commaîtrise d'ouvrage ou alors une délégation. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé au sujet. Bon, généralement, je pense qu'on sera plutôt dans des situations de service public gérées par
un par un seul seul, maître d'ouvrage ouais. public. Je pense que ça sera beaucoup plus rare. Enfin, Parce j'imagine. que là, on rajoute beaucoup de Ouais, complexité. là, on Là, rajoute de pour la le coup, complexité, ouais, ouais. Mais c'est pas exclu, c'est vrai, hein, c'est pas du tout exclu. Je vous merci. propose qu'on passe à la suite. Merci pour vos questions. On continue à les poser. Ça nous permet de saluer Kevin, qu'on connaît très bien, qui nous a posé une des dernières questions. Mais aussi Emmanuel, Muriel, Laurent, qui nous posent des questions et qu'on connaît bien aussi. Tout à fait. C'est que Kevin a travaillé chez nous, c'est pour Ouais, ça. non, je plaisante. Non, tout le monde n'a pas travaillé, tous les connectés n'ont pas travaillé chez AG, Tout à sauf fait. avant. Parmi les 419. Heureusement. Il y en a quelques-uns sûrement. Alors, prochain sujet, c'est l'engagement des candidats auprès de tiers et conflits d'intérêts. Et celle-ci est classée B, par contre. Voilà, je vois que vous avez Ah, pris t'as le bien retenu. réflexe. Tu vas Vous pouvoir avez donner pris le l'info. réflexe, l'affaire du 17 avril 2025, Société Consortium du Stade de France. Alors, on est encore en matière de concession, mais vraiment là, l'arrêt est tout à fait intéressant aussi au regard des marchés publics. Alors, même s'il y a des spécificités là liées à ce contrat-là, mais enfin voilà, c'est très intéressant. Alors, cette affaire est évidemment très emblématique parce que, comme vous le savez, c'était le renouvellement de la concession du Stade de France quand même. En plus de ça, pour l'anecdote, c'est pas en tant que néo-lyonnais que je dis ça, mais enfin, ça veut dire que le futur exploitant du Stade de France à Paris, enfin Saint-Denis, sera lyonnais, hein, GL Events, face à Vinci, le concessionnaire sortant, essentiellement Vinci, qui avait construit le Stade de France. Donc évidemment, ça a été un contentieux éminemment délicat. Et là, le Conseil d'État fait preuve, j'ai envie de dire, d'une certaine souplesse dans l'appréciation de la manière dont l'État a mené les négociations et monté l'appel d'offres et mené les négociations dans ce cadre. Alors, il y a beaucoup de choses dans cet arrêt, hein, je me focaliserai juste sur un aspect, ce qui justifie le classement B en l'occurrence. Ce qui posait problème, et qui à mon avis pose toujours problème, d'ailleurs je crois qu'il y a un nouveau référé précontractuel qui a été déposé, qui va bientôt être jugé, c'est un des sous-critères de choix qui était la fermeté des engagements dont les candidats avaient vis-à-vis des fédérations françaises de football et de rugby quant à l'utilisation future du Stade de France. Alors, ce qu'a mis en avant le requérant, donc qui était le délégataire sortant, d'ailleurs au passage, il a mis en avant un argument qui était de dire il était en situation d'inégalité compte tenu des difficultés qu'il avait eues avec ces fédérations-là. Donc, en quelque sorte, en tant que sortant, pour une fois, il serait Oui, défavorisé plutôt que d'être favorisé, c'est plutôt D'accord. dans cet ouais. sens-là qu'on a l'image, serait défavorisé parce qu'il a eu des difficultés avec les fédérations. Et donc, ce critère conduirait à une rupture d'égalité, c'est un des arguments, conduirait à un conflit d'intérêts. Alors, c'est là-dessus que c'est fiché, classé B, sur le conflit d'intérêts, au motif que il se trouve que GL Events, historiquement, a des liens très forts avec la Fédération française de rugby. Il disait il y a conflit d'intérêts. Alors, l'arrêt est assez intéressant, notamment parce que le rapporteur public concluait au rejet, mais pour des motifs différents que ceux retenus par le Conseil d'État. Le rapporteur public disait il n'y a pas de conflit d'intérêts en l'espèce, parce que les liens sont pas suffisamment, la preuve du conflit d'intérêts n'est pas suffisamment établie. Le Conseil d'État rejette en disant non, mais pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il aurait fallu que les candidats participent, à travers ce critère, au choix eux-mêmes. D'accord, oui. Comme si c'était en quelque sorte soit l'autorité contractante, l'acheteur ou l'autorité concédante, ou éventuellement un conseil de l'autorité concédante qui aurait des conflits d'intérêts avec un des candidats. Et là, ça c'est assez intéressant le décalage. Le rapporteur public a dit ben oui, on peut admettre que à travers ce critère, on confiait quelque part une partie de la décision aux candidats, puisque c'était à Oui, eux de se retourner vers les utilisateurs potentiels futurs du Stade de France. Et donc là, le Conseil d'État, en fait, il ferme la porte en disant non, il n'était pas susceptible de participer au processus.
de décision, quand bien même ce critère était critiquable, ça ne les faisait pas participer. Donc là, on voit qu'il y a un petit décalage, et le TA, c'est un référé précontractuel, le TA était sur la même longueur d'onde que le rapporteur public, il avait admis le principe qu'on puisse invoquer le conflit d'intérêt, mais après il avait dit non, il n'y en a pas en l'espèce, il n'y a pas la preuve d'un conflit d'intérêt. Là, le Conseil d'État ferme la porte en disant non, non, là, on ne les faisait pas participer à travers ce critère. Alors, néanmoins, moi, là où je trouve que ça pose question, ce critère, ça on peut retrouver peut-être l'équivalent sûrement même dans les marchés publics, je vais prendre l'exemple, c'est que, bon, il y avait peut-être la question de la rupture d'égalité, mais à mon avis, c'était pas ça l'argument à mettre en avant, qu'il n'avait pas été, en tout cas au stade du premier référé précontractuel. Je sais pas si ils le utiliseront au stade du second, s'ils auront lu mon commentaire, mais peu importe, ou s'ils auront spontanément pensé. Non, c'est le fait qu'il faut pas qu'un critère de choix donne une marge d'appréciation trop grande à l'autorité contractante, qu'elle soit acheteur ou autorité concédante. Et là, compte tenu de la subjectivité, la fermeté et la solidité des engagements dont les candidats pouvaient avoir avec les futurs utilisateurs, c'est un peu surprenant comme critère. Moi, j'aurais plutôt vu quelque chose, de ne pas en faire un critère, de dire, ben, après tout, vous êtes concessionnaire, vous prenez des risques d'exploitation, ça va dépendre de vos relations que vous aurez avec les fédérations sportives. Alors, il est vrai que l'État pouvait pas peut-être prendre le risque qu'il n'y ait plus rien dans le Stade de France quand même aussi pour des questions d'organisation. Voilà, on pouvait pas juste dire aux concessionnaires prenez le risque économique, certes, mais quand même ça pose question. Moi, à mon avis, en termes de concurrence, soit effectivement on laissait peser ça sur les épaules des concessionnaires en disant débrouillez-vous avec les fédérations. C'est votre problème puisque vous êtes en risque d'exploitation. Soit il fallait que l'État en amont négocie l'utilisation future avec les fédérations, que ce soit des conditions de mise en concurrence, voilà, et d'en avoir fait quelque chose qui était dans la main des concessionnaires et surtout d'en avoir fait un critère. Alors certes, c'est un sous-critère, etc. Bon, voilà, le Conseil d'État s'appuie aussi là-dessus, mais quand même, il y a un petit sujet là sur ce critère-là qui était quand même particulièrement, me semble-t-il, subjectif. Donc on verra si c'est repris dans un deuxième référé précontractuel. Ou contractuel, parce que là, je ne sais pas si le contrat a été signé, mais du coup, s'il a été signé entre-temps, il a été choisi, GL Events, mais je ne sais plus s'ils ont, j'ai pas le détail, ils ont peut-être déposé un référé précontractuel, un deuxième, avant que le contrat ne soit signé, j'ai plus le détail. En tout cas, cette affaire est très intéressante, il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus classiques, mais dans l'arrêt sur des aspects procédure de passation. Vous voulez en parler un instant ou est-ce qu'on passe directement ensuite? Alors, il nous reste 26 minutes, donc on est un peu avancé sur le timing. Bah, ça permettra de prendre plus de temps pour les questions, mais enfin, moi, je veux bien passer plus de temps, non, mais j'y reviendrai peut-être si on a le bien. temps, j'y reviendrai sur les autres aspects. On va faire comme ça et on va enchaîner tranquillement. Tu avais un point, non, sur les modifications des concessions et pertes de la qualité d'entité in-house. Oui, alors là, on est dans une autre affaire de la Cour de justice qui me permettra d'en évoquer une autre. Donc, un arrêt de la Cour de justice du 29 avril 2025, Fastned, Deutschland. Donc, vous l'aurez compris, une affaire allemande, mais qui est tout à fait transposable au cas français, puisque on était dans des modifications, alors là encore de contrat de concession, mais c'est sur la notion de modification que là cet arrêt est intéressant, donc ça concerne aussi les marchés publics, hein, évidemment transposable. Au départ d'ailleurs, les recours, vous allez comprendre pourquoi, provenaient de cette entreprise Fastned et de Tesla. Pourquoi? Parce que on parle d'installation de bornes de recharge électrique sur les aires d'autoroute allemandes. Et donc on avait pas moins de 360 contrats qui ont été modifiés, donc des contrats d'exploitation d'autoroute, d'aires d'autoroute, qui ont été modifiés pour permettre l'installation de bornes de recharge, manifestement pas celles compatibles avec celles exploitées par Fastned et Tesla, puisque le sujet au départ c'était est-ce qu'on pouvait comme ça modifier les concessions pour permettre, alors c'était des concessions d'aires d'autoroute, hein, c'était pas les concessions d'autoroute elles-mêmes, mais pour permettre l'installation de bornes de recharge électriques sans remettre en concurrence finalement, ou simplement dire ben
cet aspect-là de la concession d'aire d'autoroute est distinct et doit faire l'objet d'une mise en concurrence distincte. Et donc là, c'est évident, on rejoint un peu l'idée d'ensemble unique de tout à l'heure, mais là, dans un contexte de modification des contrats. Alors, ce que dit la Cour de justice, c'est quand même... alors, au passage, oui, il y a deux aspects. Hein. Il y a un premier aspect sur le in-house, enfin, ce qui n'est pas inintéressant d'ailleurs, mais il y a un deuxième aspect sur la modification. Le premier aspect sur le in-house, c'est de dire, il se trouve qu'en l'espèce, à l'origine, les attributions avaient été faites directement parce que l'entreprise qui exploitait la plupart de ces concessions d'aires d'autoroute était en situation in-house. Et du coup, la question se posait, et ensuite, elle a été privatisée. Et donc la question, c'était la concession initiale, c'était est-ce que les règles de modification s'imposent alors qu'à l'origine, il n'y avait pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence. Donc là, la réponse de principe, c'est de dire oui. C'est-à-dire que certes, à l'origine, il n'y avait pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence, mais si entre-temps, la raison pour laquelle il n'y avait pas d'obligation de publicité et de mise en concurrence disparaît, eh bien, lorsqu'on modifie le contrat, il faut vérifier, il faut appliquer les règles de modification. Si on était toujours en situation d'in-house, on n'avait pas à appliquer les règles de modification. Mais comme entre-temps, on avait perdu la raison pour laquelle il n'y avait pas eu de publicité de mise en concurrence initialement, eh bien, on doit appliquer les règles de modification. Donc ça, c'est un premier apport important de l'arrêt de la Cour de justice. Deuxième apport, toujours sur ces sujets-là, du coup, les requérants se disaient, non mais attendez, on va en profiter pour demander à la Cour de justice, enfin la juridiction nationale et la Cour de justice, de vérifier que initialement, on était bien en situation de in-house. Voilà. Donc c'était remettre en cause des années après. Bon, là, la Cour de justice rejette en disant non, parce que sinon, évidemment, ça rallongeait. Si on risquait de devoir réouvrir à chaque modification la question de est-ce qu'initialement il y a eu une modification. D'ailleurs, la Cour de justice cite les règles de la directive recours en disant non, c'est pas prévu par la directive recours cette possibilité. Donc, non, on va pas réouvrir ce sujet-là. Donc ça, c'est l'aspect par rapport à la perte de qualité du NAS. Et donc l'autre aspect qui nous intéresse plus directement, enfin plus directement, non, enfin, moi qui m'intéresse plus directement, aussi. qui nous intéresse, c'est sur quid de la modification. Et donc là, ce que nous dit la Cour de justice, ben, c'est tout simplement qu'il faut vérifier que les conditions sont remplies en matière de modification. Et là, elle précise quand même deux aspects qui me paraissent assez intéressants sur on est en présence, ce qui était invoqué là, de travaux devenus nécessaires. La fameuse exception, hein, c'est pas une circonstance imprévue, ce qui n'est pas inintéressant parce que certains pourraient pu arguer oui, mais changement climatique, le fait de mettre des bornes électriques, circonstances imprévues, c'est pas ça qui est utilisé, c'est l'argument des travaux devenus nécessaires. Qui est utilisé. Ça veut pas dire que l'autre est fermé, mais en tout cas, c'était celui-là qui était mis plus en avant. Et donc là-dessus, la Cour de justice nous dit, ben oui, les travaux devenus nécessaires, mais elle rajoute un petit aspect. Alors là encore, on est en question préjudicielle, donc on est toujours un peu frustré parce que elle tranche pas le litige, elle renvoie aux juridictions nationales. Donc parfois, elle laisse en suspens certaines questions. Là, elle dit quand même que il faut se poser la question, c'est le petit apport là-dessus, travaux devenus nécessaires, c'est est-ce qu'en l'espèce, ça pouvait faire l'objet d'une concession autonome? Est-ce que les recharges électriques voilà, sont dissociables ou pas, si on veut reprendre une notion connue juridique, du reste de la station-service, de l'aire de service. Hein. Donc là, elle renvoie aux juridictions nationales le soin de vérifier si c'est autonome, si ça pouvait faire l'objet d'une concession autonome. Ce qui veut dire que c'est pas complètement perdu pour Fastned et Tesla, parce que peut-être qu'au niveau national, on dira autre chose. Et l'autre apport de l'arrêt, moi, il me semble important, c'est la fameuse notion de changement de nature globale qui interdit toute modification. Comme vous le savez, en matière de marché ou de concession, quand bien même il y a des travaux devenus nécessaires ou une circonstance imprévisible, tout ça, c'est d'abord sous la réserve des 50% pour ce qui est des pouvoirs adjudicateurs, et ensuite sous la réserve qu'on ne touche pas à la nature globale. Alors,
je regrette de dire que la Cour de justice n'a pas donné une définition de ce qu'était la nature globale, hein, parce qu'on se pose toujours la question, mais quand même, elle l'exclut pas, elle précise que la nature globale, le fait le changement de nature globale, ça peut venir d'un changement des spécificités par rapport aux travaux ou services ayant fait l'objet de la concession, mais aussi de l'ampleur du changement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on pensait quand porter atteinte à la nature globale d'un contrat, c'était en gros en changer l'objet, hein, mais là, on voit que elle met dans changer l'objet le fait qu'il y ait une grande ampleur de la modification. C'est-à-dire qu'on pourrait, imaginons un marché ou une concession dont on change pas l'objet, c'est construire un pont, pour des raisons X ou Y, pour pas prendre un exemple outre-mer, on doit modifier considérablement le montant des travaux, parce qu'on manque de cailloux pour construire une grosse digue, par exemple. Eh bien, ça serait potentiellement un changement de la nature globale. Voilà, donc c'est une petite précision pour dire que le changement de nature globale, c'est pas juste l'objet au sens strict, ça peut être l'ampleur des travaux qui peuvent conduire à un changement de nature globale. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. Oui, parce que là, sur la concession, le fait de rajouter des bornes électriques, on peut considérer que c'est juste des travaux, enfin, c'est juste une évolution normale Alors, du service offert par une aire d'autoroute. effectivement, on peut dire que l'aire d'autoroute, elle a pour but de permettre de donner l'énergie aux voitures qui circulent. Donc, si c'est de l'essence, c'est de l'essence. S'il y a des voitures électriques, Voilà, donc oui. on peut dire que ça reste dans l'objet initial. Faut voir comment c'était Oui, bien formulé sûr, oui. aussi, mais bon, globalement, on peut l'admettre que ça reste dans l'objet initial. Après, ça peut aussi dépendre, il est bien dit, il est bien évoqué, le changement d'ampleur. D'ampleur, oui. Si, Combien ça voilà, représente alors dans... là, on parle d'aire d'autoroute, juste, enfin, imaginons qu'on dise à un concessionnaire, désormais, comme il y a des projets à l'heure actuelle, vous allez la troisième voie faire une autoroute électrique, vous savez, avec des, Oui, qu'on appelle ça, enfin pour que les camions puissent rouler dessus ou les voitures dessus sans recharge, hein, oui, que en ça permet permanence. de C'est un se nom, j'ai oublié. recharger Voilà, mais là, ça automatiquement. serait des travaux considérables. Vous voyez, donc là, Mm. est-ce qu'il n'y aurait pas un changement? Oui, Là, je fais effectivement. une Oui, transposition sur la concession d'autoroute, oui, moi, plus j'étais les aires restée sur d'autoroute. mon aire d'autoroute. Non, mais pour vous dire que là, parce que là, l'ampleur, on ne sait pas sur l'ampleur des aires. Encore que oui, encore que il faut apprécier le montant, justement, Mm. même sur les recharges électriques, hein, Oui, apprécier le ça prend montant. de plus en plus de place, de toute C'est façon. vrai, c'est vrai. Mais Mm. imaginons que ce soit la concession d'autoroute elle-même, eh bien, le fait que ça soit, voilà, qu'ils Oui, là, fassent ça des gros change. travaux, on pourrait Mm. dire que c'est toujours l'objet, quand même, Ça va en termes changer. d'ampleur, Ouais. en tout cas, on peut se poser la question, et cet arrêt nous dit bien, Mm. il peut y avoir atteinte à la nature globale, quand bien même ça serait juste une question d'ampleur des montants, en quelque sorte. Donc, on réfléchit pas qu'au changement de l'objet, C'est on ça, réfléchit à c'est ça. l'ampleur. Donc voilà, Mm. cette affaire, ça paraît assez intéressante au passage, ça me permet d'évoquer une autre affaire, je l'ai pas mise en tant que telle, mais parce que je me suis dit que je ferais le lien, de la Cour de justice 20 mars 2025, ANIB, Association, Associazione Nazionale Italiana Bingo, c'est un jeu de bingo en Italie, mais c'est en réalité une concession, donc le raisonnement est transposable à toutes les concessions. Et dans cette affaire, sans rentrer trop dans le détail, il y a aussi quelques précisions sur la notion de modification substantielle et sur le calcul des 10%. Alors, ceci, la notion de modification substantielle, on avait fait des enquêtes, nous, à la chaire, on sait qu'elle est très peu utilisée en Très peu France, utilisé, oui. enfin, de modification non Non substantielle. substantielle, oui. Pour une raison d'ailleurs regrettable, c'est la transposition, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, qui est plus ambigu que le texte de la directive. La transposition dit c'est notamment un des cas, alors que la directive disait il y a modification substantielle dans un ou plusieurs des cas suivants. Donc un ou plusieurs des cas suivants, ça peut être exhaustif, les trois cas qui sont donnés. Le notamment, ça veut dire que il peut y en avoir d'autres Oui, cas, et c'est nous, par exemple. voilà, Mm. par exemple, et nous, dans les enquêtes qu'on a menées sur ce sujet, c'était bloquant. C'est-à-dire que les acheteurs nous disaient, si on était sûr que c'était ces trois, Oui, mais ils ont voilà. Mais comme il l'interprétation, peut y elle en est. avoir d'autres, c'est lesquels, du Mm. coup, on va jamais s'appuyer derrière la notion de non substantiel. Voilà. Donc j'espère que dans le cadre de la réforme, en tout cas moi c'est la proposition que j'ai faite dans le cadre de la réforme des directives au sein du groupe de la commission auquel je participe,
enfin, je suis soumis à une obligation de confidentialité, mais je peux vous dire ce que moi je pense, à part moi. Voilà, moi je suis assez favorable pour que ça soit véritablement exhaustif, voire même qu'on réduise la définition en disant c'est ça la modification substantielle. Pour moi, on pourrait se dire c'est celle qui aurait été susceptible d'attirer plus de candidats. Alors c'est un peu subjectif, enfin il y en aurait Oui, que qu'une. ça puisse être du coup un vrai outil C'est ça. pour les acheteurs Ouais. pour faire évoluer leur contrat plus Pour donner plus de sereinement. flexibilité. Il y a aussi l'idée, moi je pousse assez pour qu'on supprime au passage, ça me permet de parler d'un peu des sujets de Allez-y, réforme, la mais pour qu'on simplification. supprime, ouais, en termes de simplification sous l'angle flexibilisation, qu'on supprime ce critère des 50% qui n'existe pas pour les entités adjudicatrices. Hein. Parce que finalement, après tout, quand il y a une circonstance imprévue qui double le montant du marché, objectivement, hein, si c'est justifié, bah, pourquoi limiter les pouvoirs adjudicateurs alors que les entités adjudicatrices ne sont pas limitées? Alors évidemment, il faut que ça soit justifié, il y a des contrôles, etc. Mais moi, je suis pour cette suppression. Et puis, pour un relèvement des seuils, des 10 à 15%, pourquoi pas prévoir un peu plus, 20 ou 30%. Voilà, ça c'est Là, je partie pense que des ça objets. va trouver un écho favorable chez nombre d'acheteurs publics. Voilà pour cette affaire qui permet de refaire le point un peu sur les sujets de modification. Merci. Alors, en termes de timing, maintenant, on arrive à un moment où nous allons devoir faire des choix. D'accord. Parce qu'il nous reste grosso modo 13 minutes, on va dire 15, en espérant que Estelle ne nous fasse pas les gros yeux. Ah oui, oui. Je sais qu'il y a une partie sondage aussi qui va être que vous Ouais. vouliez Oui, lancer. rapidement. Oui. Ouais, rapidement. Non, non, mais peut-être qu'on peut faire le choix sur les 3 sujets que je voulais évoquer. Et je pense que je voulais juste attirer l'attention puisqu'on parlait de conflit d'intérêts, peut-être sur le 6. La 6, un autre arrêt de la Cour de justice très récent, un 17 juin, où là, alors c'est très lié aux circonstances, mais enfin c'est un cas que personnellement j'avais pas vu en jurisprudence, en tout cas au niveau du Conseil d'État française. C'est un cas de conflit d'intérêts parce que c'était le débauchage d'un responsable administratif assez haut placé d'une entreprise candidate par une autre entreprise candidate. On a beaucoup d'exemples de débauchage du privé vers le public ou du public vers le privé qui pose des problèmes en termes de conflit d'intérêts, voire d'apparence d'impartialité quand c'est vers le public. On voit Euh, avec les ministres, Ouais. etc. Et puis, mais y compris dans le domaine des marchés publics, hein, il y a pas mal de jurisprudence là-dessus. Là, c'est la première fois où on voit qu'il y avait un exemple et où la Cour de justice, alors c'est un marché au passage c'est pas une question préjudicielle, c'est un marché de la Commission européenne soumis à un règlement financier et non pas aux directives, mais le règlement financier est très proche des directives. Donc, on peut tout à fait raisonner par transposition. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dit quand même, dans l'effet de l'espèce, il a été débauché pendant la procédure de passation. Donc ça, évidemment, ça aggrave le cas. Hein. Alors, quid s'il avait été débauché avant? Mais bon, en tout cas, c'est pendant un dialogue compétitif. Ça aurait été pareil pour une autre procédure de passation. Et compte tenu de son rôle important dans les deux, il y avait un conflit d'intérêts. Et la Cour de justice dit, alors elle renvoie au tribunal de l'Union européenne parce qu'elle casse son arrêt. Donc là, c'est un peu comme les questions préjudicielles, on n'a pas toute l'affaire. Mais elle dit quand même que là, dans les circonstances de l'espèce, en principe, il aurait fallu rejeter le candidat. C'est-à-dire il y avait une espèce de présomption de conflit d'intérêt, en quelque sorte. Ce qui est, à mon avis, assez nouveau, parce que d'habitude, le doute sur l'impartialité, ça, c'est vis-à-vis de l'acheteur public. C'est pas vis-à-vis des candidats. Les candidats, s'il y a un risque de conflit d'intérêt, il faut le prouver qu'il y a un risque. Hein. Enfin, voilà. Oui, Il faut des éléments concrets. Là, ça revient un peu à une présomption. Alors, elle dit bien en principe. Donc, j'attire l'attention là-dessus parce que finalement, c'est peut-être pas si fréquent, mais en tout cas, il y a cet apport-là de la. C'était nouveau. Voilà, c'était nouveau. Du coup, on s'arrête là sur sur les différents points. Je sais que vous vouliez, on prend peut-être que quelques questions peut-être qui n'ont pas Ouais, été. s'il y a des questions sur. Je crois que sur la partie concession sur l'aire d'autoroute, il me semble qu'il y avait quand même encore quelques questions qui n'avaient pas trouvé de réponse peut-être. Non, j'avais une question moi, sur le premier. On revient à l'expression du besoin. Oui. Cela remet tout de même en cause la souveraineté de l'expression du besoin par la collectivité. Le choix du. Alors, mais ça, c'est tout à fait exact. Mais ça montre aussi un peu le décalage qu'on peut regretter ou pas, mais entre le droit des marchés publics français, c'est vraiment historique, ça, ce que j'évoque, qui est un droit basé sur la protection de l'acheteur public contre entre guillemets, les entreprises qui risquaient de s'entendre, etc.
et le droit européen des marchés publics qui, avec les mêmes outils, les mêmes règles, vise autre chose. Ce qu'elle vise, l'objectif, c'est favoriser l'accès des entreprises européennes aux différents marchés. Et donc effectivement, ça illustre cette jurisprudence, ce décalage d'objectifs. Là, on est plus tourné vers, c'est un droit de l'offre, tourné vers l'offre. Il faut favoriser la possibilité pour les Oui, mais entreprises. c'est très important. Les Voilà. acheteurs publics cherchent ça aussi, à faire venir un Alors, maximum d'entreprises il vers y a eux. ça aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi ça en tête. Hein, c'est que oui, la souveraineté de la, si on peut utiliser l'expression de l'acheteur dans la définition de ses besoins, mais d'abord les besoins peuvent être définis en termes d'objectifs Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à fonctionnels, l'heure. de programmes Il fonctionnels. faut s'ouvrir Voilà. aussi Et à l'innovation, c'est ça, il y a notamment. Hein. l'innovation et il y a le renforcement de la concurrence. Enfin, c'est quand vous lisez le rapport de la Cour des comptes là, de décembre 2023, c'est frappant. Sur 2011-2021, ils ont comparé les appels publics au niveau européen par rapport à 2001-2011. On passe de quasiment 6 entreprises candidates en moyenne à 3 entreprises candidates sur les marchés de seuil européen. Et le nombre d'attributions directes sans mise en concurrence a doublé. Donc on est dans des situations où il y a un recul de la concurrence. Et puis il y avoir plein d'explications, mais il faut avoir ça en tête. Je crois que c'est pas l'intérêt des acheteurs non plus qu'il y ait un recul de la concurrence. Donc oui, ça contraint les acheteurs. Il va falloir peut-être examiner des solutions techniques qu'ils n'avaient pas envisagées. Donc ça quelque Oui, part ça complexifie. bouscule aussi Voilà, un on n'est petit pas dans la peu. simplification, c'est Oui, clair, mais on est oui. dans le renforcement de la concurrence. Merci. Et pour revenir donc, à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le in-house, même s'il n'y a pas de modification du contrat, doit-on rompre le contrat alors que la situation de in-house n'est plus respectée? Alors non, non, la Cour de justice ne prend pas, enfin ne répond pas à cette question qui était pas posée, mais Non, mais la question, je la trouve oui, intéressante c'est parce ça, qu'on c'est-à-dire que peut, non, mais ouais, tout on à peut fait, se mais la. tout à fait, c'est-à-dire que là, ça a été justifié initialement, on ne se retrouve plus dans une situation de in-house, mais le contrat a été légalement attribué sans mise en concurrence initialement. Et elle dit même que voilà, enfin, on va pas remettre en cause les conditions initiales de D'accord. concurrence. Par contre, c'est vrai que ça rend applicable non pas les règles de passation initiale, mais ça rend applicable les règles d'exécution traitées par le droit européen, c'est-à-dire les règles de Modification. modification. Mais par contre, ça remet pas en cause la mise en concurrence, enfin l'absence de mise en concurrence initiale, mais c'est effectivement une bonne question. Il fallait préciser ce point. Tu as encore d'autres questions? Non, il ne Sinon, reste plus beaucoup de temps. On Alors, répondra à quelques questions par écrit. oui, faut oui. pas hésiter. Je dirais moi juste deux mots hein, très rapidement parce que vous voulez Oui. parler aussi de peut-être de Marco, hein, dire un mot On de va Marco aussi. l'extendre rapidement à la fin. Oui, tout à fait. Alors, je vous ai quand même affiché la page pour ceux qui veulent pouvoir faire le sondage sur la Ah bah simplification parfait, il y a le QR du code droit et de la tout, compte c'est public. génial. Donc, Voilà, vous pouvez ouais. prendre vos téléphones, scanner le QR code Ouais. et vous rendre sur la page. Je crois il faut pas le faire tout de suite parce qu'il y en a enfin, on peut scanner tout de suite, mais il y en a pour une petite vingtaine de minutes. Alors Donc, voilà, alors ceci dit, on Un a quand peu même moins. simplifié tu vois. pour ceux qui ont l'habitude de nos sondages, comme c'était sur la simplification, on a simplifié le Oui, sondage. j'ai Voilà. salué l'effort. Voilà, on a fait un effort de simplification et par ailleurs, c'est vraiment co-construit avec l'adage de Bercy, ce sondage. Donc normalement, on va vraiment ensuite prendre le temps de l'analyse du sondage. Alors il y a des questions, comme on a un logiciel, qui seront traitées de manière statistique. Il y a des questions écrites aussi, puisqu'on, par exemple, la première question, c'est qu'est-ce que pour vous la simplification? Ensuite, on donne des précisions, des possibilités de réponse, mais on voulait une réponse spontanée. Donc on va devoir traiter aussi les réponses écrites. Ça va prendre du temps. J'ai des postdocs. Mais ensuite, on va partager ça, analyser ça avec l'adage, et ça sera de nature, j'espère, à aboutir à certaines réformes. On va faire, il y a un petit aspect rétrospectif sur ce qui a été adopté récemment, hein, le Oui. décret du 30 décembre 2024, et puis c'est prospectif, précisément parce qu'on est dans le cadre de la réforme des directives et le sujet de la simplification, je suis allé déjà 3 fois à la commission de Bruxelles depuis février, et à chaque fois on a reparlé, entre autres, mais celui qui revient tout le temps, c'est la simplification. Simplification aussi. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va revenir, donc j'ai envie de dire, votre contribution sera analysée et dans la mesure du possible prise en compte au niveau national et européen dans un deuxième temps avec la réforme des directives. Donc merci beaucoup par avance pour votre participation.
Je crois que ça a été un succès fou au lancement du sondage. C'est Il y a eu déjà, beaucoup ouais, de c'est réponses. déjà, on a Vous beaucoup de savez réponses grâce à tous à ceux qui ont combien vous relayé. êtes de réponses, Je crois non? qu'on est à plus de 500 là, donc Ah ouais, on va atteindre, c'est on va énorme, c'est atteindre bien. des, Moi, j'ai répondu, hein. ouais, voilà, on va atteindre des scores dignes des instituts de sondage. Si on pouvait atteindre les 1000, ça serait parfait parce que ça veut dire que c'est crédible en termes de réponses. Et les acheteurs publics, évidemment, ont toute leur place. Bon, là, vous êtes presque 400, mais je pense que je vois des noms, il y en a certains qui ont Qui ont forcément déjà déjà répondu. Mais répondu. enfin, s'il y en a parmi les questions qui n'ont pas répondu, qu'ils soient juristes, acheteurs, peu importe, allez-y, on pourra atteindre la barre des 1000 qui, encore une fois, qui légitimera aussi des propositions de réforme. Plus il y a de Oui, participants, c'est ça. Et même puis, si tout le monde ne pense pas la même chose, on va dégager les grandes tendances et le nombre permet de justifier des ça donne plus propositions de de réforme. poids. Et puis même si vous êtes dans des petites structures, Encore voilà, plus. surtout sentez-vous légitime parce que l'objectif de ce sondage, c'est d'aller chercher vraiment vos pratiques sur le terrain et vos besoins d'outils Absolument. en termes de juristes et d'acheteurs de DGS hein, ou de secrétaires dans vos différentes structures. Absolument. On vous demande, on anonymise complètement, on vous demande le mail pour vous tenir informé, mais on anonymise complètement. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on tient compte aussi de la taille de la De la structure. taille de la Dans les structure. réponses, c'est très important pour nous d'avoir des éléments sur la taille de la Ouais, je vous structure. rejoins là-dessus. Ça permet de pondérer en disant oui, mais telle tendance, ça vient peut-être des grands acheteurs, c'est pas forcément propre aux plus petits Exactement. entre Ouais. guillemets. Ça nous permet d'ajuster un peu les remarques Parce que les et grands les acheteurs conclusions. sont souvent très en avance C'est ça. et du coup, bon, ils impulsent aussi la commande publique, mais les plus petits doivent être absolument écoutés Absolument. puisque voilà, ils font de l'achat public au quotidien. Exactement. Le support, enfin, de toute façon, le QR, si vous n'avez pas eu le temps de le flasher, vous l'avez dans le support qui est à votre disposition. Juste quelques minutes pour vous parler de Marco. Marco, c'est votre outil de rédaction, de passation et d'exécution de vos marchés publics et des consultations. On en a quand même pas mal parlé aujourd'hui. Articulé sur 3 phases, l'estimation du besoin, la passation et l'exécution. En termes de passation, on va pouvoir rédiger tout ce qui va être les pièces administratives, CCAP, RC, AE, les pièces financières, DQE, BPU, DPGF. On va pouvoir suivre tout ça, envoyer dématérialisé vers la démat avec AWS et d'autres profils acheteurs. Et on va pouvoir traiter toutes les étapes de la passation, faire tous les courriers, le RAO, tous les documents, les PV, les réunions, tout ça géré dans un seul outil. Et après, toute la partie exécution, qu'elle soit administrative, OS, avenant et financière, avec tous les calculs de décompte, les pénalités, les révisions, les garanties, la résorption d'avance, tout ça dans un seul outil. C'est Marco. Si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas à nous demander une démo et on vous montrera tout ça avec grand plaisir. Et c'est Alexandre qui vous fera la démo directement. Certainement. N'oubliez pas que vous pouvez revoir ce Café Marco allongé en replay, l'envoyer à vos petits copains si vous voulez partager l'information. On vous remercie d'avoir été présent comme d'habitude avec nous. On vous remercie pour vos questions. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup François d'être venu et d'avoir participé à ce Café Marco. Merci à Estelle Morello, notre réalisatrice, comme chaque fois. On se retrouve à la rentrée. C'était le dernier Café Marco, le 10 juillet. On se retrouve le 10 juillet pour Ah oui, note de version. Ouais, note de version, version 362 qui sort le 4 juillet. Tout à fait. Voilà, et donc on sera avec Frédéric le 10 du coup pour vous montrer toutes les nouveautés qu'on va pouvoir venir utiliser dans cette version. Merci beaucoup à tous, bonne journée et nous on va se faire un petit café. Merci encore François. Merci à vous. Très bonne journée à tous et coucou spécial à La Réunion en partant parce que j'ai vu qu'il y avait des gens de La Réunion qui étaient connectés. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.